Alors, fort de ces visites pilotes, nous avons réalisé on a tiré les enseignements, hein, et nous avons fait quelques ajustements à la fois sur le référentiel et sur le déroulé des visites. Premièrement, nous avons ajouté, élevé en niveau d'exigence deux critères standards qui deviennent donc impératifs, que sont le critère qui vise à évaluer à ce que les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires. On s'est aperçu que c'était quelque chose qui était important, et par rapport aux observations, notamment des experts visiteurs, la nécessité de renforcer le niveau d'exigence sur ce critère. Et puis également sur la prise en charge des urgences vitales pour évaluer qu'elle est bien maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement. Là aussi, on pensait que peut-être on pourrait passer à un niveau de maturité, et il s'est avéré qu'il était nécessaire de remonter ce niveau-là. Bien évidemment, ces ajustements, nous les avons réalisés en concertation avec les parties prenantes habituelles. Autre ajustement, en ce qui concerne les nouvelle rédaction. Ça a été souligné, nous l'avons entendu, pourtant nous avions simplifié le vocabulaire, nous avions essayé d'être clairs, mais nous n'avons pas été suffisamment. La preuve, c'est que pour 3 des 131 critères, nous avons un petit peu corrigé les éléments. Premier critère, c'est mineur, donc ce sont vraiment des ajustements mineurs. En fait, on nous a fait remarquer à juste titre que dans ce critère sur la pertinence de la transfusion des produits sanguins labiles, nous faisions l'évaluation uniquement des PSL et pas des médicaments dérivés du sang. Donc, il était plus clair que dans son critère, ce soit clarifié. Après, nous avons pris en considération, on s'est adapté aux évolutions, et notamment sur les recommandations et obligations vaccinales, parce que ce ne sont pas que des recommandations. On aurait pu y penser, puisque avant la décision de l'obligation vaccinale contre le Covid, il y avait d'autres vaccins obligatoires, mais on nous l'a fait souligner. Ensuite, en ce qui concerne les analyses des événements indésirables, que nous ciblions initialement que sur les graves, les établissements et les experts nous ont mentionné qu'il était sans doute préférable de faire cette appréciation sur l'ensemble des événements indésirables. Nous avons fait aussi une petite adaptation, puisque ça portait un petit peu ombrage sur le nombre d'évaluations, sur le critère qui concerne l'autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire. Antérieurement, il s'appliquait à tout établissement qui avait une activité ambulatoire, et c'est vrai que tous ceux qui n'ont pas de chirurgie, qui n'avaient que de la médecine ou de la psychiatrie ambulatoire, ça n'avait pas lieu d'être. Donc c'était un critère non adapté qui se rajoutait et qui n'avait pas lieu d'être. Donc on a adapté le champ, et donc ça ne sera appliqué que pour ceux qui ont de la chirurgie, puisque très très classiquement, les établissements qui ont de la chirurgie ont ce mode de prise en charge. En ce qui concerne également quelques ajustements de libellé, essentiellement pour être plus clair, sur les 466 éléments d'évaluation au total, on a fait 38 modifications. Je vous en ai cité, vous en ai affiché uniquement 2. Mais vous pourrez les retrouver dans le manuel. Sur l'établissement contribue à prévenir les passages évitables des personnes âgées aux urgences générales. Ça n'est pas que le fait des services qui ont des urgences, c'est le fait de l'ensemble des établissements, et donc on a reformulé pour bien faire comprendre que c'est certes une organisation qui peut être entre autres pilotée par les urgences, mais c'est une préoccupation et un critère qui doit être suivi par l'ensemble des établissements qui doivent se soucier de cette prise en charge, qu'ils aient des urgences ou pas. C'est vraiment du travail de coordination et d'équipe avec les équipes des urgences. Après, nous avons profité, et nous profiterons chaque année d'ailleurs pour le faire, de rajouter des nouvelles références. Dans les fiches critères, vous avez effectivement le critère, le libellé qui développe un peu les attendus de ce critère, les éléments d'évaluation,
les méthodes, mais également des références qui permettent de guider les uns et les autres, parce que tout le monde n'est pas averti sur toutes les recommandations ou tous les textes fondamentaux. Et donc, on a profité de cette année passée, entre novembre 2020 et là, les ajustements que nous voulions intégrer, pour intégrer également des nouvelles références, qu'elles soient réglementaires, des publications HAS ou autres sociétés savantes. Je vais en citer une par exemple. La HAS a produit un petit document flash sécurité sur la checklist au bloc opératoire. Eh bien, nous l'avons inclus parce que c'est important que quand on est sur ce critère-là, sur la checklist, on sache que ce document qui peut aider à l'appropriation de ce référentiel existe et qu'on puisse le consulter. Après, nous avons, alors en dehors proprement dit de ce référentiel, fait quelques adaptations sur l'organisation de la visite. Alors déjà, en ce qui concerne un terme qui, à titre personnel, ne me convenait pas beaucoup, donc on a un petit peu saisi l'occasion et puis on a vu qu'on n'avait pas été clair sur les briefings du matin, les briefings du soir. Cet anglicisme, nous l'avons supprimé, nous avons clarifié, c'est-à-dire que là, c'est un bilan d'étape du matin qui s'organise avec la gouvernance et les représentants d'usagers, véritablement pour tous les matins que les experts puissent remonter et dialoguer avec la gouvernance sur ce qu'ils ont observé la veille, soit pour des confirmations, soit pour des demandes complémentaires. Et en ce qui concerne le soir, là pour le coup c'est vraiment un calage de calendrier, donc la gouvernance n'a pas besoin d'être là. C'est vraiment nos interlocuteurs d'établissement qui s'occupent un petit peu de la logistique pour vérifier que les personnes qui seront auditées seront bien là, que leur composition est bien celle qui était prévue. Et s'il y a quelques petits calages nécessaires en cours de visite, parce qu'il y a toujours des aléas, de nécessité de modifier certains horaires, et bien c'est à ce moment-là que cela se passe. En ce qui concerne le choix des patients traceurs, c'est vrai que nous, dans ces visites pilotes, en fait, nous demandions la liste des patients présents et les experts désignaient les patients traceurs, les patients qui allaient faire l'objet de la méthode patient-traceur. On va modifier, c'est-à-dire que on va demander effectivement la liste des patients présents en demandant quelques informations pour que l'expert puisse être guidé sur la pathologie principale et quelques caractéristiques, notamment de son âge, par exemple. Mais en ce qui concerne une fois qu'il sera doté, il ira dans cette unité et il ira lui-même demander le consentement au patient pour choisir le patient sans que ce soit une préparation dans la nuit ou ce genre de choses. Ça n'avait pas lieu. Également, sur certaines choses qui étaient écrites mais qui méritaient d'être précisées, en ce qui concerne l'intégration des présidents du CLIN, du CLUD, du pharmacien dans les audits système, pour que systématiquement, ce soit des acteurs qui soient conviés lors de ces audits. Et puis aussi la révision des supports pour la réunion d'ouverture et de restitution. Là aussi, on a clarifié parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément clair pour les établissements entre l'éligibilité et ce qui allait se passer après. Donc voilà, tous ces... Madame Chevrier, excusez-moi, nous avons le docteur Roumégou qui nous a rejoint. Oui. Je crois qu'elle est en formation en plus actuellement, elle anime une formation. Donc si on peut lui passer la parole et on reprendra ensuite donc votre présentation. Je propose de poursuivre donc sur les évolutions et la slide qui va vous être présentée, juste pour vous dire que l'ajustement du référentiel est en ligne depuis quelques jours, même quelques semaines. Et donc, dans cette version du mois de septembre 2021, vous verrez intégrer dans les premières pages la liste de toutes les modifications par rapport à la version de novembre 2020. Donc, on vous a détaillé toutes les modifications qui ont été apportées. Quelque chose d'important,
parce que l'on souhaite, et depuis le début, que les établissements puissent avoir le temps de s'emparer de ce référentiel. Tout ce qui est ajustement de libellé donc, est d'ores et déjà mis en ligne et intégré. C'est vraiment, ça va dans la facilitation et dans l'amélioration de l'appropriation, donc nous les avons intégrés. En ce qui concerne les 2 critères que je vous ai présentés tout à l'heure qui passent à un niveau impératif, nous ne l'appliquerons qu'au 1er janvier 2022. Donc, ils sont mentionnés dans ce nouvelle version, mais au cours des visites, nous ne les appliquerons qu'à partir du 1er janvier pour que les établissements qui ont leur visite dans les prochaines semaines ne soient pas perturbés par rapport à cette introduction ou renforcement d'exigences. Vous êtes présenté sur la région, la répartition des visites. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous en avions là à ce jour fait 2 visites pilotes et 3 visites déjà au mois de septembre, donc 5 au total sur les 26. Et pour vous montrer un petit peu l'évolution dans les années suivantes, il en est prévu 82 en 2022, 72 en 2023, 38 en 2024 et 17 en 2025. Voilà un petit peu le panel et qui est le panel d'aujourd'hui, sachant que nous sommes sollicités parfois pour certains ajustements et on fait en sorte que ça puisse être réalisé. Je terminerai cette intervention juste pour vous rappeler que nous sommes encore et toujours, et on le sera, nous accueillerons bien volontiers, nous continuons à recruter des experts visiteurs, notamment en ce qui concerne des médecins. Aujourd'hui, pour vous donner une idée sur les 700 experts visiteurs que nous avons au niveau national, il y en a 60 en Nouvelle-Aquitaine, dont 19 médecins et 9 patients traceurs. L'intérêt d'être expert est que les établissements, et je mesure l'effort fait pour les libérer, pour qu'ils puissent être formés et réaliser ces visites, mais nous les formons, donc je pense que cette formation est bénéfique, pas seulement pour réaliser les visites, mais également pour partager et être acteur de la dynamique de conduite de l'amélioration au niveau de l'établissement. Donc ça, c'est aussi un intérêt pour l'établissement. Et c'est aussi profiter d'une expérience, d'aller voir ailleurs. Il y a des experts qui effectivement voient de belles choses et on demande de les valoriser dans les établissements qu'ils visitent. Et c'est effectivement à leur retour, et on a ce retour des experts visiteurs en disant je suis revenue dans mon établissement avec des idées nouvelles que j'ai pu essayer de développer et voir si je pouvais les adapter. Alors, pour rappel, parce que nous avons bien entendu que, notamment pour les médecins, cette mobilisation pour faire des visites qui durent entre 3 et 5 jours était très, très, très mobilisatrice, puisqu'un expert visiteur, du fait de la formation et de l'investissement qu'il fait, on le mobilise entre 3 voire 4 fois par an. C'est une grosse mobilisation. Nous avons développé le profil de médecin patient traceur. Pour réaliser ces patients traceurs, ils interviennent entre 1 et 2 journées. Et comme vous le voyez, nous cherchons à avoir des experts qui sont le plus en adéquation et connaissant le mieux les spécialités et les secteurs dans lesquels ils vont intervenir. Donc, nous sommes encore à la recherche de certains médecins spécialisés, notamment des psychiatres. Nous en avons là pas mal, mais on aurait besoin d'en avoir encore davantage. Des gastro-entérologues, des pédiatres. Et ça, c'est encore des spécialités, dans toutes les spécialités. On essaye de faire en sorte de mobiliser des experts dont le profil est le mieux calé avec l'activité de l'établissement. Donc voilà, de spécialiser de plus en plus et d'envoyer des experts bien affermis sur les sites qu'ils vont évaluer.
Voilà, donc par rapport au temps imparti, je pense on l'a respecté. Je remercie encore très chaleureusement les intervenants pour ces témoignages. Et puis, je vais laisser la parole pour la suite en remerciant tous les professionnels et les représentants des usagers. Et puis, on aura l'occasion de répondre, je crois, en fin de matinée aux questions nombreuses questions qui ont été posées. Merci. Je précise aux participants que vous pourrez retrouver tous les PowerPoint, tous les diaporamas et tous les supports qui sont présentés aujourd'hui sur le site du CECA à partir de la semaine prochaine.